Question internationale à présent, quelles sont les nouvelles de l'Italie? Alors, beaucoup de nouvelles en provenance d'Italie. Je ne vais pas reparler ici des suites de l'effondrement du viaduc de Gênes. Je dirais quand même un tout petit détail, c'est un détail, mais un détail qui en dit long, c'est qu'il y a eu les obsèques officielles, les cérémonies d'État pour les 43 morts de cette catastrophe, parmi lesquels il y avait des Français. Eh bien, semble-t-il qu'il n'y a eu personne, aucun représentant français de l'ambassade ou du consulat qui ait jugé nécessaire d'aller s'incliner devant les dépouilles de nos compatriotes. C'est assez scandaleux. C'est à peu près du même acabit que lorsque M. Macron était resté au bord de sa piscine à Brégançon pendant qu'on commémorait la bataille d'Amiens de 1918 en présence de la première ministre britannique Theresa May et du prince William de la couronne britannique. C'est à peu près du même acabit, c'est-à-dire honteux. On a l'impression que nous sommes en plus de tout dirigés par des gens qui n'ont même pas le sens des convenances dans ce genre de situation et n'est même pas le respect des morts. Alors, ce qui nous vient à part ça d'Italie, c'est deux choses importantes. Les déclarations qui ont été faites par M. Di Maio, qui est le leader du mouvement 5 étoiles, qui est le co-vice-président du Conseil à égalité avec M. Salvini, qui s'est fait un peu voler la vedette par M. Salvini, mais qui est revenu sur le devant de la scène au sujet de l'affaire des migrants en disant que si l'Europe continuait à refuser de prendre en charge les migrants qui arrivent en Italie, de les répartir dans l'ensemble des pays, à ce moment-là, l'Italie serait obligée de constater qu'il n'y a aucune solidarité des pays d'Europe, et donc l'Italie pourrait envisager de cesser de verser des fonds à l'Union européenne. Alors c'est extrêmement intéressant, parce que nous avons eu, au passage, la confirmation de ce que je dis depuis plus de 11 ans. C'est-à-dire que l'Union européenne ne donne jamais d'argent, elle ne fait que redistribuer de l'argent que les États lui ont donné. Et c'est la deuxième fois en l'espace de quelques semaines qu'un grand État de l'Union européenne évoque cette question. Il y a quelques semaines, c'est le gouvernement britannique qui avait fait savoir que si les négociations du Brexit n'arrivaient pas à conclure de façon correcte entre le gouvernement britannique et la Commission, à ce moment-là, eh bien, le gouvernement britannique pourrait ne pas verser les quelques 40 ou 45 milliards d'euros qu'il doit verser, cet argent étant simplement les promesses de versement de fonds qui avaient été prises par le prédécesseur de Mme Theresa May, David Cameron, pour la période de 6 ans budgétaire qui se termine en 2020. Donc les Britanniques ont dit attention, si vous continuez à nous mettre des bâtons dans les roues, si vous avez des exigences qui sont inacceptables pour nous, pour que nous sortions de façon correcte de l'Union européenne en vertu de l'article 50. À ce moment-là, on en sortira de plein droit, toujours par l'article 50. Mais s'agissant des 45 milliards d'euros, eh bien, nous ne vous les verserons pas. Donc ça, c'est le premier pays qu'on a parlé. Et donc là, très récemment, l'Italie a dit si les autres pays d'Europe ne prennent pas à leur charge une répartition des migrants que nous avons, eh bien, nous allons cesser de verser les 20 milliards d'euros que nous versons à l'Union européenne. Sachant que l'Italie verse 20 milliards d'euros à peu près chaque année à l'Union européenne, et l'Union européenne lui en reverse 17,5, c'est-à-dire que l'Italie est contributrice nette d'environ 2,5 milliards d'euros. Je rappelle les chiffres pour la France. On donne 24 milliards d'euros quand l'Italie donne 20, et on reçoit 15 quand l'Italie reçoit 17,5, c'est-à-dire que nous, ça nous coûte 9 milliards d'euros, alors que ça coûte 2 milliards d'euros et demi seulement à l'Italie. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que c'est donc la deuxième fois en l'espace de quelques semaines qu'un État commence à soulever ce problème de fond, c'est le cas de le dire, que je soulève moi depuis 11 ans, c'est-à-dire qui paye quoi dans l'Union européenne. Voilà. Alors, ce qui a été extraordinaire, c'est les réactions effarouché, scandalisé du porte-parole de la Commission européenne qui a dit « hors de question de négocier sous la contrainte, c'est la première fois, jamais aucun État a refusé de verser sa cotisation, c'est prévu par les traités ». Je ferai remarquer aux représentants de la Commission européenne qu'il est certes prévu par les traités que les États versent des commissions, mais les traités n'ont pas fixé le montant. Ça n'est pas écrit dans les traités, c'est écrit dans des accords intergouvernementaux. Ensuite, notamment dans le cadre des négociations budgétaires, mais ça n'a pas la même force qu'un traité.
Je rappelle, je renvoie à ma conférence sur le jour d'après, où j'avais dit ce que l'on voit sous les yeux, c'est que lorsque les Français auront décidé du Frexit, lorsque la France aura décidé de sortir de l'Union européenne, eh bien nous serons dans la même situation que le Royaume-Uni ou que l'Italie, et même plus, c'est que nous aurons une formidable arme pour négocier, c'est justement l'arme budgétaire. Puisque l'Italie et le Royaume-Uni, finalement, ont une contribution nette inférieure à ce qu'est celle de la France. Et donc nous pourrons dire à ces messieurs de Bruxelles, attendez, rabaissez un petit peu vos prétentions, hein, arrêtez d'avoir cette morgue d'Ancien Régime, parce que si ça continue comme ça, nous allons appliquer l'adage cher au monde ultralibéral et capitaliste, qui paye commande. Ce sont les Français qui payent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent, donc c'est eux qui vont se faire respecter. Alors ça, c'est très très intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le débat va avoir lieu. Le débat est en train de s'imposer chez tous les pays contributeurs nets, dont la France. Ça veut dire que une partie essentielle des raisonnements que j'ai tenus devant les Français depuis 11 ans se trouve confirmée par les événements et se trouve mis devant sur la scène publique. Et j'entends bien qu'au cours des mois qui viennent, et notamment dans le cadre des élections européennes, nous serons la liste du Frexit et nous expliquerons aux Français très précisément ce que ça nous coûte et ce que ça rapportera à la France de sortir de l'Union européenne. Alors, la deuxième information venant d'Italie, c'est le voyage qui a eu lieu récemment du Premier ministre hongrois, M. Orbán, qui est allé en Italie, qui a rencontré M. Salvini. Et il en est ressorti des déclarations énamourées, si l'on peut dire, de l'un et de l'autre. M. Orbán a dit que M. Salvini était son héros. Enfin, c'est assez extraordinaire. On peut ne pas partager toutes les orientations de M. Salvini et de M. Orbán, qui sont d'une très très grande fermeté sur les questions migratoires. Mais d'un autre côté, ça correspond, ils sont l'émanation de ce que souhaitent les Hongrois et les Italiens. Je trouve toujours un petit peu extraordinaire qu'on réduise dans les débats en France la position de M. Salvini à M. Salvini, la position de M. Orbán à M. Orbán, comme si c'était deux espèces de sgros-gneu-gneu qui étaient sortis comme ça de rien. Non. M. Orbán est très 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 soutenu par la population magyar, la population hongroise, et M. Salvini, d'après les sondages qui nous viennent d'Italie, obtient des scores de soutien chez les Italiens qui sont très importants parce qu'il se trouve, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, qu'il y a beaucoup d'Italiens qui trouvent qu'à les 700 000 migrants que l'Italie a reçus au cours de l'année dernière ou de l'année d'avant, eh bien que c'est beaucoup et que les autres migrants, ils doivent être répartis au sein des autres pays de l'Europe. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'il n'y a aucun pays au monde où les choses se passeraient différemment. Imaginons qu'il y ait 700 000 migrants qui débarquent d'un seul coup en Corée du Nord, en Corée du Sud, au Japon, en Thaïlande, en Algérie, etc. Ça poserait des très graves problèmes. De la même façon que l'arrivée, par exemple, des réfugiés syriens a posé des très graves problèmes au Liban. Et d'ailleurs, actuellement, il y a toute une politique visant à ce que les Syriens regagnent leur pays. Mais ce sur quoi j'attirais l'attention sur cette affaire Salvini-Orbán, c'est que il y a eu un président du Conseil, je crois, italien. Non, c'est pas l'ancien président du Conseil, mais ça devait être peut-être le ministre des Affaires étrangères du gouvernement sortant précédent, et qui a fait une déclaration, j'ai vu ça dans la presse, et qui a dit c'est un scandale parce que M. Salvini s'entend très bien avec M. Orbán. Le gouvernement italien se rapproche de nos ennemis. De nos ennemis. Moi, j'ai trouvé ça assez incroyable. C'est-à-dire que voilà maintenant que on a des gens qui considèrent que la Hongrie ou la Pologne sont les ennemis de l'Italie. Moi, j'avais cru comprendre que l'Union européenne, c'était un truc formidable. Tout le monde était super copains. On avait une solidarité entre nous absolument. Tout le monde s'embrassait sur la bouche. On était tous contents. Eh bien, ce qu'on est en train de voir, c'est que ce mensonge-là est en train de voler en éclats. Et on est en train de voir se dessiner, pour les élections européennes de l'année prochaine, un front ultra-européiste dirigé par Emmanuel Macron
et par Angela Merkel, qui partagent l'un et l'autre d'ailleurs la particularité d'être au fond des sondages dans leurs pays respectifs, et puis un autre front qui est en train d'apparaître avec des pays comme l'Italie de M. Salvini ou la Hongrie de M. Orban, qui, eux, veulent prendre leur distance d'avec une Europe fédérale et qui insistent sur les problèmes migratoires. J'imagine volontiers, bien entendu, que le Front National va essayer de se positionner sur le deuxième plan. Monsieur Mélenchon, lui, va essayer de faire un front anti-Macron, je ne sais pas très bien où il va se situer. Nous, l'UPR, nous sommes différents de tout ça parce que moi, je n'aime pas la politique du bouc émissaire. Je n'ai pas envie de faire comme si Macron, tout était de la faute de Macron, c'est pas vrai, ou comme si toute la faute était de la faute des migrants. Ça n'est pas vrai non plus. En revanche, sur l'affaire des migrants, et au cours des mois qui viennent, nous allons insister aussi sur un véritable problème, c'est quelle est l'origine de ces migrants? Qu'est-ce qui se passe? Les langues commencent à se délier. On a vu que M. Tsipras, le gouvernement qualifié d'ultra-gauche en Grèce, il vient de se passer en Grèce qu'une ONG vient d'être inculpée d'associations mafieuses et criminelles pour faire de l'introduction de main-d'œuvre frauduleusement en Grèce. Gouvernement d'ultra-gauche de M. Tsipras. On commence à comprendre de plus en plus que derrière ces phénomènes de migrants, il y a évidemment beaucoup de misère humaine dedans. Mais pas uniquement. Il y a aussi des réfugiés économiques et il y a aussi des puissances qui sont là pour essayer, en fait, j'allais dire, certains pour gagner beaucoup d'argent, ce sont des forces mafieuses. Il semble que derrière les ONG, en tout cas c'est le gouvernement grec lui-même, la justice grecque qui s'en empare. Ça va d'ailleurs dans le sens de ce que dit le gouvernement italien, c'est que derrière il y aurait des organisations mafieuses, la 'Ndrangheta calabraise, la mafia sicilienne, et puis même le gouvernement espagnol en a eu assez aussi de ce qui se passait. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les organisations qui gravitent dans l'orbite des associations, enfin des organisations de M. George Soros, de l'Open Society, qui financeraient, qui donneraient des fonds justement pour organiser tous ces transits. Voilà. Donc il y a sur cette question, on y reviendra. Nous ne sommes ni pour la politique du bouc émissaire, ni non plus pour la politique naïve qui consisterait à croire ce qu'on nous raconte constamment dans les médias. Il y a des choses derrière qui sont beaucoup plus compliquées que ce que l'on croit. Je tirerai de ce qui se passe en Italie, en Hongrie, en Pologne, en Allemagne, le fait que décidément la construction européenne est en train de partir un petit peu dans le décor. Et il est important, au moment où tout va s'effondrer, que les Français aient la chance d'avoir un parti politique comme l'UPR, qui est un parti extrêmement républicain, qui ne transigera jamais sur les valeurs républicaines. Je suis inquiet de ce qui se passe en Allemagne, où on voit quand même des chasses à l'homme contre justement des étrangers. Ça n'est pas bien. Et ça n'est pas bien de faire ça, mais ça n'est pas bien aussi d'exaspérer les peuples comme le fait Macron, avec un mépris d'ancien régime. Nous, on est la force républicaine qui veut faire triompher le bon sens en revenant à la souveraineté nationale et en la faisant respecter.